pour tracer les lignes de champ, les équipotentiels pour c'est l'électrostatique, hein, c'est pour un dipôle. Ça, on n'a pas encore vu, hein, mais donc je me suis simplement inspiré de ça pour tracer les isoscalaires et puis le champ pour cet exercice. Donc vous voyez que ça tient voilà, 20 lignes de code. Donc il n'y a pas grand-chose, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez par mail. Donc l'idée, c'est qu'on va se servir de deux fonctions. La fonction f contour qui permet de tracer les équipotentiels. Donc moi, j'ai tracé ça entre -2 et 2. Et puis, les valeurs de K, elles sont dans ce tableau-là. 0, 5, 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que le rayon, c'est racine de ce machin-là. Et l'autre fonction que j'ai utilisée, en fait, j'ai fait un maillage en XY entre -0,6 et 0,6 avec un pad 0,2. Et puis j'ai calculé les composantes EX et EY. Pourquoi je les ai appelées EX et EY? Ah oui, parce que j'ai fait copier-coller du truc. Bon, c'est plutôt AX et AY, les composantes du champ. Je vais le changer ici. Et ensuite, j'ai utilisé la fonction Quiver pour tracer le champ sur tous les points de la grille, quoi. Bon, après, le reste, c'est du cosmétique. Voilà. Non. Qu'est-ce qui... Voilà. À distance, vous ne voyez pas le graphique encore? Non, ça doit être sur une autre fenêtre. Je vais le changer. Il est où mon machin? Ah, stop share. Je cherche. Alors, share screen. Tac. Donc voilà ce que ça donne. Alors, c'est juste l'échelle, elle n'est pas terrible en fait. Donc le premier cercle ici, ça correspond à K égale 0,5. Le deuxième cercle, K égale 1. K égale, qu'est-ce que j'ai mis? Je ne me rappelle plus. Ouais, ça doit être 1, 2 et 3. Donc ça veut dire que là, on a un rayon qui vaut racine de 3, un 732. Voilà. Là, on est à 1,414 dans ce point-là. Là, on est à 1. Donc voilà, il y a 4 isoscalaires qui sont montrés. Et puis après, vous voyez le champ qui a été tracé sur une grille avec un pad 0,2. Alors on distingue mal en fait le point d'application parce qu'en fait les vecteurs ils sont un peu les uns sur les autres, quoi. Mais en tout cas, on voit bien que le champ est radial en traçant suffisamment de trucs. D'accord? Donc si en plus on trace les lignes de champ, ça va nous donner des rayons comme ça de sommet haut. Voilà. Je ferme la parenthèse et puis je reviens là-dessus. Donc ouais, je pense que dans ce chapitre, c'est quand même important de visualiser les choses, quoi. Que ça soit pas abstrait. On parle de champ scalaire, champ de vecteur, ça peut paraître abstrait vu comme ça, mais en fait, dès qu'on commence à représenter les choses, on voit bien de quoi ça parle. Alors, je n'ai pas testé avec GeoGebra ou d'autres logiciels. J'avais fait Maple dans le temps. Ça marche aussi pas mal. Mais... OK. Alors, question 3. On est toujours dans les définitions. Qu'est-ce qu'il faut exprimer? Il faut exprimer la variation df pour un déplacement dl. Évidemment, vu qu'on vient de calculer le gradient, par définition,
la variation élémentaire df, c'est par définition grade de f dl, ou DOM, on note comme on veut. Donc, voir page 145. Alors, on verra après à quoi ça va nous servir, cette formule-là, et on fera le lien évidemment avec la physique. Alors, c'est pareil, dl, le déplacement élémentaire, il faut savoir l'exprimer, quel que soit le système de coordonnées. Donc, en cartésien, dl ou DOM, pareil, c'est dx EX plus dy EY plus dz 2z. Autrement dit, si je le mets sous forme de vecteur colonne, c'est dx, dy, dz. Donc df, ben, grade de f, on a dit que c'était A. Donc c'est A scalaire dl. Autrement dit, ça sera 2x dx plus 2y dy. Ok, jusque-là? Donc encore une fois, ça, il faut encore une définition à savoir. Et enfin, déterminer la famille des lignes de champ du vecteur A et montrer qu'elles sont orthogonales aux isoscalaires. Alors on va le montrer, ouais, on va rien démontrer du tout, c'est évident. Alors c'est pareil, il faut aller voir dans le cours les définitions qui sont données. Donc je mets pour trouver les lignes de champ. On peut partir au choix d'une des trois définitions suivantes. Alors, où c'est dans le cours? On va trouver ça. Page 143. Donc, page 143, là, on vous dit que les lignes de champ, pour les trouver, on peut dire que un vecteur, le vecteur déplacement élémentaire, DOM ou DL, il doit être donc collinaire au champ. Donc, ça veut dire qu'on peut dire que le déplacement élémentaire DOM, c'est lambda fois le champ. Tout simplement. D'accord? Collinéarité des vecteurs. Donc, je vais l'écrire avec les données de l'énoncé. Donc, le champ, on l'a noté A. Donc, on peut écrire DL égale lambda A, avec lambda appartient à R, mais enfin, plutôt R étoile. Donc ça nous fait un système dx, dy, dz égale lambda à x
lambda AY, lambda AZ. D'accord, on fait ça coordonnée par coordonnée. Ça, c'est aussi noté P, Q et R dans l'énoncé, enfin, dans le cours, pardon. C'est les trois composantes du vecteur, hein, tout simplement. Donc ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est d'utiliser en fait une courbe, enfin une définition paramétrique. Donc on peut écrire aussi que, pardon, je fais que recopier le cours. Donc on peut écrire que dx sur dt c'est égal à p, donc à x dans notre cas. dy sur dt égale à y. Je mets entre parenthèses. Hop. Et pardon, dz sur dt égale à z. Donc évidemment, il faudra virer le paramètre t après. Hein. Et enfin, dernière méthode qu'on n'utilise jamais, c'est d'écrire que... alors pourquoi on ne l'utilise jamais? Parce que ça fait intervenir un produit vectoriel, donc c'est forcément plus long. Donc c'est de dire que dl ou dom vectoriel le champ égale à 0. Donc ça, on l'utilise ouais, jamais. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir utilisé. Donc on va utiliser soit ça, soit ça. D'accord? C'est deux définitions équivalentes, en fait. Ça revient au même. Donc moi, ici, je vais partir de la première définition. D'accord? Donc j'efface les deux autres, là. Peut-être que dans d'autres exercices, on fera plusieurs méthodes, comme ça, pour voir, pour comparer un petit peu. Donc je repars de ça. Ce système-là. Bon, j'efface les QR, on s'en fout. Donc ici, eh ben, il suffit de reporter les valeurs à x, c'est ça, à x, à y. Donc ça fait lambda de lambda x, de lambda y, 0. Alors, trouver les lignes de champ, ça peut être très chiant dans certains exercices, en fait. C'est même ce qu'il y a de plus chiant, à mon avis, parce qu'il y a des fois, on se demande un peu comment faire avec ces équations. Bon, là, ça va encore, mais voilà, dans d'autres cas, ça peut être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Finalement, lambda, c'est un paramètre. Donc, l'idée, c'est de le virer, ce paramètre. Ouais. Ouais. Alors ça, ok, on va faire ça, mais du coup, ça nous fait du dx sur dy, x sur y, donc il va falloir le remanier un petit peu. Plus simplement, mais ça revient au même que ce que vous avez dit. De la première ligne,
on peut dire que dx sur x, c'est 2 lambda. De la deuxième ligne, on tire dy sur y égale 2 lambda. Donc, dx sur x, ou je vais mettre y plutôt, ça sera mieux. dy sur y égale dx sur x. On n'a plus le lambda. Et puis, de la dernière ligne, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer que des z égale à 0, tout simplement. Donc, z égale constante. Ou z égale c. Une constante réelle. OK? Donc, ça veut dire que z peut prendre n'importe quelle valeur dans l'histoire. Et monsieur, Oui? là, du coup, on a déterminé les familles de lignes de champ. Non, 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 j'ai pas fini. Ah, d'accord. J'ai pas fini. D'accord. Donc, je repars de là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À quoi ça vous fait penser dx sur x, dy sur y? On peut intégrer avec la fonction ln. Ouais. Ça fait ln de y égale ln, enfin, ln de valeur absolue de y égale ln de valeur absolue de x. OK. Et il manque un truc. Quand on intègre, Plus constante. Plus constante. voilà, on rajoute une constante. Alors, je vais appeler C1. Je vais pas utiliser. OK. Je veux prendre l'exponentielle maintenant. Je peux dire que exponentielle de ln de valeur absolue de y, c'est exponentielle de tout ce bazar là. Exponentielle de la somme, ça serait le produit des exponentielles. Exponentielle de C1, C1 c'est une constante. Donc exponentielle de C1, c'est une constante aussi. Donc je peux dire que c'est du style C2. D'accord? Et exponentielle de ln de y, c'est quoi? C'est y? Alors je pense qu'il faut laisser les valeurs absolues. Et on arrive donc à l'équation des lignes de champ, c'est-à-dire une relation entre y et x, quoi, en ayant éliminé le paramètre. Donc ça, c'est l'équation d'une droite qui passe par l'origine. Mais on a vu avant que au passage par l'origine, le champ il change de sens. D'accord? Et une ligne de champ, elle ne peut pas avoir deux directions différentes, opposées. Donc c'est pour ça qu'on dit que les lignes de champ, ce n'est pas des droites, ce sont des demi-droites. D'accord? Donc ce sont des demi-droites de sommet haut dans le plan OXY, mais en fait, dans n'importe quel plan parallèle à OXY, puisque Z peut prendre n'importe quelle valeur. D'accord? Ce qu'on a tracé tout à l'heure comme champ, on l'a fait juste dans le plan XY, mais comme Z peut avoir n'importe quelle valeur, en fait, il faut imaginer que ces vecteurs, il y en a une infinité pour n'importe quelle valeur de Z. Dans tout plan parallèle au plan OXY, on aura la même forme. D'accord? Donc voilà, ce qui est un peu chiant, c'est ça.
C'est partir de la définition des lignes de champ et essayer d'en tirer quelque chose. Alors, on ne sera pas forcément toujours obligé de le faire en cartésien. Et puis, il y a des fois, c'est chaud un peu. Pourtant, même sur un problème qui peut paraître simple, des fois, on se creuse la tête pour trouver la réponse. Hein. C'est pas toujours évident. Alors, un matheux, il a peut-être plus l'habitude de faire ça. Mais des fois, un physicien, il va un peu plus galérer pour trouver la réponse. On verra. On fera d'autres exercices, évidemment, du même genre. OK ?